Par contre, on voit la taille de la foresterie, c'est vraiment plus des gros sites que la taille des unités d'agriculture. C'est quand même une population assez urbaine. Par contre, c'est pas des grosses villes, c'est vraiment des petits villages. Il y a beaucoup d'agriculture qui se fait, il y a du pâturage au niveau des ovins, du bétail, et de la culture pluviale, mais à bas rendement, l'avoine, le blé. Il y a beaucoup d'agriculture de subsistance, puis il y a un taux de pauvreté assez élevé. Donc, pour rentrer un peu plus précisément dans le sujet, donc moi, je vais travailler sur un projet de sylvopastoralisme. En gros, ça, c'est pas sur le terrain où je suis allée, mais juste pour donner une idée. Donc, c'est un système souvent extensif par rapport à intensif, disons. Il y a souvent 2 couches de végétation, donc des arbres qui peuvent être multifonctionnels, soit pour le bois, pour les fruits, puis une autre couche d'arbustes et de fourrage et de prairies pour les animaux. Et ensuite, donc, du bétail là, qui est introduit. Et donc, c'est des systèmes qui peuvent être très utiles dans les cas de déprises agricoles ou de lieux arides ou semi-arides où c'est dur de faire pousser autre chose. Donc, ça peut permettre la pérennisation des activités. Alors, le projet où je suis allée, donc c'est un projet à Rancho Alto. Ça se fait dans la commune de Yungay. Et la particularité, c'est que c'est une forêt naturelle qui a été aménagée pour emmener vers du sylvopastoralisme. Donc, ça fait que c'est un site vraiment très beau. Bon, évidemment, c'est pas moi qui ai eu à déterrer les troncs et faire tout le dur travail. Là. Mais, donc, c'est ça. Ils se sont servis, en fait, des particularités de la forêt qu'il y avait déjà pour définir des zones. Donc, des zones ouvertes où il y avait plus d'arbres qui avaient été coupés ou semi-ouverts. Puis, il y a 2 sections. Je n'entrerai pas dans les détails du design comme tel, mais c'est ça, ça a été bien conçu. Donc, il y a eu plusieurs étapes de préparation. Donc, préparation du site, nettoyage comme du sous-bois. On peut voir ici sur la photo l'espèce d'amas de tout le sous-bois qu'ils ont coupé, qu'ils ont ramassé, qu'ils vont faire comme composter pour permettre le passage du bétail. Donc ensuite, il allait installer des clôtures pour délimiter les zones, puis semer des graines pour le pâturage. Il allait semer aussi du fourrage. Donc le fourrage, c'est les zones où les vaches n'allaient pas aller, mais qui allaient permettre d'avoir du fourrage à l'année. Et ensuite, il allait y avoir des zones aussi de restauration de la forêt, donc il allait planter des arbres pour que ça se restaure. Et donc après, c'était le principe qu'il allait introduire les vaches dans un système de rotation dans les différentes zones. Donc en fait, le concept, c'est que les paysans qui habitent au pourtour de la forêt en ce moment travaillent, sont engagés par le prof pour aménager le terrain et ensuite, ils vont pouvoir introduire leurs propres vaches sur le site. Donc, les objectifs de mon projet, c'était donc de faire un portrait de ce que les gens en pensaient de ce système-là, comment ils percevaient à ce stade-ci, et ensuite d'identifier certaines pistes de réflexion pour voir qu'est-ce qu'ils pensaient qu'on pourrait faire sur l'extension du site expérimental. Donc, ma méthodologie, j'ai fait des entrevues avec les 16 participants en fait, qui sont sur le projet en ce moment, et avec des experts. Et j'ai fait aussi une exploration de la méthode PhotoVoice. C'est une méthode de sociologie, je n'ai pas trouvé d'équivalent en français. Ça consiste en fait à donner des caméras aux gens qui prennent des photos dans leur vie, de leur activité et tout ça. Et après, on développe les photos, puis on les regarde ensemble, puis ça nous permet d'apprendre un peu plus sur leur quotidien et tout, de voir des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé encore dans le cadre d'entrevue. Donc, juste pour mettre dans le bain un peu, ça, c'était la cuisine, salle à manger d'un couple de participants qui nous a accueillis. Et ça, c'est à l'intérieur, ici, c'est le lieu de cuisson. Et ça, donc c'est intéressant, c'est comment beaucoup de décisions se prennent au niveau régional. Au Chili, un peu partout, il y a des comités de voisins, ça s'appelle des Junta de Vecinos. Puis, ça leur permet de se rencontrer entre voisins et de prendre des décisions.
Puis quand c'est des profs ou des dirigeants qui les organisent, ben ça vient avec du vin, de la bouffe, c'est super le fun. On devrait implanter ça ici, je pense. Donc, pour en venir aux résultats, donc moi j'ai utilisé vraiment une méthode qualitative. Je voulais pas mettre des statistiques sur les différents trucs que j'ai trouvés. C'était vraiment le but d'identifier chaque aspect puis de voir les nuances. Donc, juste quelques limites. C'est sûr que c'est un contexte interculturel. L'espagnol, c'est pas ma première langue. En plus, l'accent de la campagne était assez différent de l'accent de la ville, fait que ça amenait comme une autre difficulté. Et le fait que les participants, en ce moment, sont comme employés par le chercheur. Donc, c'est sûr que ça amène un certain biais si je leur demande d'émettre certaines critiques. Parce que, tu sais, on ne veut pas mordre la main de celui qui nous nourrit. Donc, pour commencer, j'ai identifié certains incitatifs qui, pour le site comme tel, donc des forces du site, qui sont des incitatifs pour l'implantation de ce système-là. Premièrement, la main-d'œuvre. Souvent, on le voit, c'est vraiment un problème, la question de la main-d'œuvre et du travail. Là, c'était pas un problème. Tout le monde me disait qu'il y avait assez de monde pour travailler sur la Terre, que c'était pas trop un problème. Surtout que c'est un travail qui est assez limité temporellement, parce qu'il y a aussi l'hiver, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe pendant ce temps-là. Par contre, il y a une distinction du genre à faire parce que les femmes, c'est assez impressionnant, les femmes faisaient à peu près le même travail dans les champs et en forêt que les hommes. Par contre, en arrivant à la maison, c'est les femmes qui faisaient tout le travail domestique. Donc, ça reste à voir comment ça va évoluer, là, tout ça. Ensuite, la disponibilité des terres, ça aussi, c'était assez un avantage parce que les gens, il y a quand même un bon niveau de gens qui sont propriétaires. Et il y a aussi des semences assez accessibles. Puis le ministère de l'Agriculture peut aider là, pour le coût et tout ça. Et il y avait aussi donc un constat de dégradation de la forêt, donc les gens étaient quand même un peu intéressés à ce qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. Ensuite, par rapport aux avantages qui ont été envisagés en général, une fois que le projet allait être mis, donc évidemment, on parlait de l'amélioration, la facilitation de l'élevage des bovins. Donc la plupart des gens m'ont parlé de que la viande, ça allait être de meilleure qualité, meilleure santé pour le bétail. Et c'est ça, la production de fourrage qui allait vraiment aider parce qu'en ce moment, les gens doivent acheter l'hiver le fourrage et ça coûte vraiment cher. Donc, si on peut le produire nous-mêmes, c'est vraiment bien. Ensuite, les arbres, selon eux, ça a amené beaucoup de bénéfices. Donc, l'ombre, ça garde l'humidité, ça peut aider dans le traitement des mauvaises herbes. Il y a aussi l'aspect de la mise en commun, parce qu'en ce moment, c'est des terres qui n'ont pas accès, c'est des terres gouvernementales. Bon, il y a quand même la coupe illégale et tout ça qui se fait, mais là, les gens allaient pouvoir accéder à ces terres-là, puis c'était comme une mise en commun, donc, des terres. Et il y avait un potentiel de tourisme. J'ai mis la photo pour vous montrer les genres de touristes qui pouvaient être faits dans cet endroit-là. C'est vraiment très, très beau. Donc, parmi les obstacles qu'il y avait sur le lieu, donc, comme vous pouvez voir sur la photo, c'est vraiment des outils rudimentaires. Il n'y a pas beaucoup d'outils spécialisés. Donc, ça peut être un problème pour l'implantation. Bon, il y a quand même des méthodes, on peut louer certains outils. Ensuite, il y a une question que je n'avais pas du tout pensé, mais qui m'ont beaucoup parlé, c'est-à-dire la prédation par les pumas. C'est drôle, au début, ils me disaient tout le lion, ils appelaient ça le léon, puis je me demandais vraiment, mais en fait, j'ai compris que c'était pas le lion, mais les pumas. Et le fait de regrouper donc les vaches dans un enclos, mais dans une certaine section, ça allait peut-être faciliter le travail du puma. Puis je pensais que la clôture, ça allait régler ça, mais en fait, le puma saute par-dessus. Donc, c'est quelque chose à penser peut-être, parce que les gens ont 2, 3 vaches. S'ils en perdent une, c'est quand même un gros problème. Et aussi, bon, il manque d'eau. Il manque beaucoup d'eau dans ce coin-là depuis quelques années. Et j'écris ça trop rocheux parce que c'est un peu en montagne, c'est difficile de faire des puits profonds. Et donc, une des citations que j'ai mises, c'est qu'on m'a dit depuis qu'il y a des plantations aux alentours, on n'arrive plus à faire de potager, puis les puits, ça sèche. Donc, il y a des plantations d'eucalyptus puis de pin tout autour. Puis, donc, c'est des arbres qui poussent super vite, mais ça se fait au détriment donc, de la nappe phréatique. Et tous les gens aux alentours, ils remarquent une différence. Comme là, cette année-là, depuis 2 ans, leur puits s'était asséché à la fin de l'été, puis la municipalité devait venir porter de l'eau dans des camions citernes qui remplissaient des barils pour les gens dans le village. Donc, des défis un peu plus généraux sur l'adoption des systèmes, donc évidemment l'ampleur de l'investissement financier que ça prend. Ensuite, donc, un certain déficit de connaissances techniques par rapport à ces systèmes-là. Et un manque de soutien à long terme. Bon, ça, c'était un peu... c'était pas unanime. Il y a des gens qui disaient on va apprendre, on va être capable de le faire nous-mêmes par la suite.
Et une des citations, une des choses que tout le monde m'a dit, c'est ben moi, je fais mon travail comme mes parents me l'ont appris, puis je connais pas grand-chose. Donc, je trouve que ça a montré vraiment la sous-valorisation du travail rural agricole. Puis, tu sais, je pensais à ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs autres métiers, là, si on y pense, que les gens se rendent pas compte des capacités qu'ils ont. Donc, c'est un peu difficile des fois pour les gens, c'est pas comme très propice à l'innovation. Et donc, j'ai mis une photo de, je sais pas si on voit bien avec la lumière, mais c'est un homme qui s'occupe des taureaux. C'est une photo prise par une des participantes. Et c'est là que j'ai compris l'importance aussi des taureaux. Donc, elle m'a dit nos taureaux nous servent pour le travail sur la terre, donc on en prend soin. OK. Alors que des vaches, ben c'est ça, des fois, avec l'hiver, ben ils meurent. Donc, il y a vraiment plus d'attention qui est portée sur le taureau. J'ai mis d'autres photos rapidement là, pour que vous voyez la méthode Photo Voice, donc des photos prises par les gens. On voit un peu comment les méthodes artisanales pour nourrir les animaux en ce moment. J'ai une photo avec la fille d'un participant. Lui était content aussi d'avoir l'appareil photo parce qu'ils ont pu prendre des photos de leur famille. Tout ça, ils ont fait une vidéo. C'était vraiment touchant. Donc, rapidement, par rapport aux perspectives d'avenir, la plupart m'ont parlé d'agrandir le site pour pouvoir accueillir plus de vaches, donc garder à peu près le même modèle, mais pouvoir en mettre encore plus. On a parlé aussi d'autres productions qu'on pouvait faire, donc d'autres espèces d'arbres. Il y a un autre arbre qu'on pourrait utiliser qui a une moins grande valeur, mais il en reste encore beaucoup dans la forêt. Certains fruits aussi qui seraient intéressants. L'élevage laitier, c'était pas unanime parce que les vaches laitières, ça peut être plus compliqué l'hiver, puis pour la traite, tout ça. L'élevage ovin aussi, c'est un peu compliqué, c'est assez érosif. L'apiculture, on a parlé de... L'agronome m'a parlé beaucoup qu'on peut produire des légumes, des petits fruits. Puis, pendant que j'étais là, il y avait un projet de faire des fraises sous serre dans la forêt. Les champignons. Il y a aussi le Rosa mosqueta, qui est un petit fruit qu'ils vont cueillir, mais au lieu de juste le cueillir, ils pourraient faire comme une production plus systématique. Et même d'autres animaux qu'on pourrait introduire, donc sangliers, autruches, chevaux. Et ils m'ont parlé beaucoup de devenir un site de démonstration. Donc, je trouvais ça intéressant de se dire que d'autres paysans pourraient venir puis voir comment ça fonctionnait et tout. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que, comme les experts, l'agronome, l'ingénieur forestier me disaient, bien, c'est pas un site optimal pour ça parce que c'est assez en montagne, c'est en pente, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, si ça fonctionne, bien, pas si, peut-être quand ça va fonctionner, ça va être intéressant que d'autres viennent et voient, même si c'est pas optimal, donc ça peut faciliter l'implantation ailleurs. Et je demandais souvent, est-ce que vous pensez que c'est possible de produire assez pour pouvoir arriver à faire un surplus et en vendre? Puis, c'est drôle, tous les participants, les paysans m'ont dit non, je pense pas. Puis, tous les experts m'ont dit oui, oui, c'est possible, c'est envisageable. Donc, ça reste à voir. Et c'est ça, en conclusion, c'est ça une autre citation. Donc, il y a un participant qui m'a dit, en fait, c'est un manque d'organisation, c'est culturel, les gens ne sont pas habitués à investir. Donc, c'est peut-être ça aussi un des aspects. Donc, c'est ça, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de problème de main-d'œuvre ni de savoir pratique, c'était plus un manque d'investissement. Et bon, le sociologue à qui j'ai parlé m'a dit que c'est ça, c'est vraiment une question aussi de transfert des connaissances qui serait important et de favoriser la capacitation, donc l'empowerment des gens pour qu'ils se sentent capables de faire des projets comme ça. Et que je trouvais intéressant de considérer aussi le milieu environnant, comme l'histoire de la plantation avec l'eau. Donc, il faut voir peut-être différentes échelles quand on veut implanter un projet comme ça. Et ben voilà. Donc, merci beaucoup à la chaire de recherche en développement international.